5 juillet 1962, l'Algérie est en fête. Oran célèbre l'indépendance après 8 années de guerre et 132 ans de colonisation. Des jeunes, des vieux, beaucoup de femmes. Je vous dis pas, la joie, les you-you. On sentait qu'il y avait de l'électricité dans l'air et qu'il fallait pas traîner. Les gens dansaient, chantaient. Et puis d'un seul coup, il y a eu les coups de feu. Aux environs de 10 heures, la fête vire au cauchemar. Ils étaient tous armés. Des crochets de boucherie, des machettes, Et papa me dit, mais Astrid, ma fille, c'est la révolution à Oran. Ça tirait, je voyais des gens tomber, femmes, enfants, européens, arabes. Les gens étaient ramenés dans le garage pour être égorgés. Pourtant, le général Katz avait 18 000 hommes à sa disposition. Il y avait les ordres de ne pas intervenir. Quelqu'un voulait rentrer dans cette caserne et les militaires n'ont pas ouvert. Les militaires n'ont pas ouvert, l'armée française n'a pas ouvert. 700 personnes qui sont mortes ou sont disparues. C'est la journée la plus sanglante et la plus meurtrière de la guerre d'Algérie. Le 5 juillet d'Oran, ce massacre oublié reste l'un des derniers trous noirs de la guerre d'Algérie. Nous avons voulu l'éclairer. Cette histoire tragique va se dérouler dans un décor de rêve. Depuis toujours, Oran, deuxième ville d'Algérie, est surnommée la Radieuse. C'est une ville européenne, architecture Troisième République et mode de vie à l'espagnol. Santa Cruz, le port, la mer. Les Oranais ont créé une joie de vivre que le reste de l'Algérie leur envie. C'est un îlot de paix, au cœur de cette guerre d'indépendance qui déchire l'Algérie depuis presque une décennie. Et c'est vrai qu'il y avait une tranquillité de vie assez forte. Et d'ailleurs, la guerre est arrivée à Oran très tardivement. C'est-à-dire vers les années, je dirais, peut-être 8-10 mois avant les accords d'Évian, quelque chose comme ça. Et avec une violence très très puissante. On vivait dans une insouciance incroyable, incroyable. Nous étions très heureux. Les sorties tous les dimanches, à la plage, la joie de vivre, avec très peu de moyens financiers, la joie de vivre. Et chez moi, on ne parlait pas de politique. On ne pensait qu'aux sorties qu'on allait faire le dimanche, ou à la partie de pêche qu'on allait faire aussi les dimanches matins avec mon père. Nous étions très ingénus. D'ailleurs, même les Algérois venaient passer les week-ends à Oran pour s'amuser. Parce qu'il y avait plus de distractions, il y avait des couvre-feux à Alger. Et partout, il y avait des couvre-feux, sauf à Oran. Oran avait le qualificatif d'être radieuse. Il y avait les Arels, les Toréadors, le Dominguine. Sauf que la fête n'était pas faite, si j'ose ce mot, pour les Algériens. On n'allait pas dans les vrais quartiers européens, on n'allait pas au centre-ville. Moi, le centre-ville, j'ai été à 2 reprises avec mon père. Mais seul, c'était pas possible, non. Il n'y avait absolument pas de mélange entre les populations. Les communautés, on peut les appeler comme ça, ne se côtoyaient pas, ne se voyaient pas. Oran, on pouvait lire la ville sur sa structure d'urbanisme. Au centre, le secteur des commerces et des administrations où vivent les bourgeois. Autour de ce centre-ville européen, les quartiers populaires, habités par les Juifs et les Espagnols. Et au sud, entourant la ville, des quartiers musulmans.
Donc Oran est à la fois la ville la plus européenne, et jusqu'en début 62, il y a encore un peu plus d'Européens que de musulmans à Oran. Mais le réveil va être brutal pour les Pieds-Noirs. Le 8 janvier 1961, le oui à l'autodétermination, dans le référendum voulu par le président de Gaulle, l'emporte largement. C'est la dernière étape avant l'indépendance. Les insouciants oranais comprennent que leur sort est scellé, que c'en est fini de l'Algérie française. Alors ils vont s'accrocher au moindre espoir. Le putsch des généraux d'avril 61 qui fera long feu. Puis l'OAS, l'organisation armée secrète, opposée à l'indépendance, créée par le général Salan. À Oran, elle mène un combat terrible contre De Gaulle. Les gens qui avaient de l'argent étaient partis depuis longtemps, les gens riches. Hein. Donc ceux qui restaient, c'était ceux qui n'avaient pas les moyens de quitter l'Algérie, les petits. Et l'OAS, évidemment, les défendait pour leur assurer de quoi survivre dans leur ville. En peu de temps, l'OAS investit la ville et quadrille les quartiers avec ses commandos. Oran devient une des plaques tournantes de l'organisation armée secrète, et en même temps, le FLN s'implante durablement à Oran, si bien qu'au début de l'année 62, on a vraiment l'impression d'une ville coupée en deux. Et on a l'impression que les deux villes se regardent, sont tout à fait prêtes à une explosion. L'armée avait séparé les quartiers algériens et les quartiers européens. Il y avait du barbelé, des postes de contrôle, des chicanes, etc., pour éviter la confrontation entre les deux communautés, si on peut... voilà. Je passais mon temps à me retourner pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me suivait. Ça, c'était dans la hantise de l'attentat. Parce qu'on se représentait comme ça l'attentat, on marche, à quelqu'un qui arrive, derrière un revolver posé sur la nuque et paf, c'est fini. Et je l'ai vu, j'ai vu de mes yeux des attentats comme ça. Vous attendiez le bus, c'était le lampadaire qui explosait. Voilà, vous voyez un Européen seul ou une Européenne seule, bon, elle était poignardée par derrière et égorgée. Maman avait peur. Un jour, il y a un jeune de 16 ans qui a été tué devant elle. Puis elle dit un peu plus loin, on a vu une voiture passer avec des gens avec des armes. Et il y avait un vieil arabe qui n'avait rien fait non plus. Et on lui a tiré dans le dos. La souffrance. Et il y avait la souffrance des deux côtés. Et tous deux ont payé la bêtise humaine. Aux exécutions et aux enlèvements de plus en plus nombreux du FLN répondent les attentats de l'OAS. La ville entre dans le cycle infernal de la terreur. La peste tombe sur Oran la radieuse, comme Albert Camus en avait eu le pressentiment. L'OAS régnait en maîtresse sur cette ville. Il y a eu une chose effroyable, c'est qu'ils ont introduit une voiture à l'intérieur de la ville nouvelle, à 2 heures de la rupture du jeûne, du ramadan, et il y a eu une 30aine de morts, une fillette. Par ces actions violentes, l'OAS espère saboter les négociations que le gouvernement français et les indépendantistes algériens viennent d'entamer en ce début 1962. Pour le pouvoir gaulliste, l'ennemi principal n'est plus le FLN, mais l'OAS. Les Pieds-Noirs sont donc devenus des fauteurs de troubles pour une partie des militaires français, les très redoutés gendarmes mobiles. Ne cherchez pas à comprendre. Attention, Pieds-Noirs, OAS. Les gardes mobiles ont fait beaucoup de mal. Ils cherchaient dans la population les gens qui appartenaient à l'OAS. Mais pour ça, c'était d'une violence inouïe. Ils mitraillaient les bâtiments, ils tiraient sur tout ce qui bougeait.
l'armée française légitimait dans une certaine mesure le massacre qui va se passer par la suite, une des prémices du massacre, dans la mesure où il y a une légitimation de la violence par rapport aux pieds noirs. Le 19 mars 1962, les accords d'Évian entre le gouvernement français et le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, sont signés. Ils mettent fin à la guerre. Le cessez-le-feu est décrété. Le compte à rebours vers l'indépendance de l'Algérie est lancé. Le pays entre dans une période de transition à haut risque, car rien n'est prévu pour protéger les Européens si le FLN ne respecte pas les accords. Quand je me souviens, quand ma mère parlait de ça, surtout ma mère, elle n'en voulait pas aux Arabes, elle en voulait principalement à De Gaulle. À savoir que De Gaulle les avait trompés et que les avait fait disparaître de la scène politique. C'est dans ce contexte que le général Katz, un militaire à poigne, est envoyé par Paris pour mettre au pas les pieds noirs, qui très vite vont le détester. Il arrive avec des instructions très strictes du gouvernement français. Nous étions consignés dans nos casernements avec l'interdiction d'en sortir. Le commandement avait la hantise que des unités militaires interviennent encore. Le général de Gaulle, je pense, était inquiet de la tournure des événements en Algérie, du fait en particulier des réactions de l'OAS, et il avait peur que la guerre ne se recommence sous une forme ou sous une autre. Donc son option, c'était de rétablir la paix et de confier le gouvernement aux autorités algériennes. Engager une passation de pouvoir sans heurts, comme l'espère le général de Gaulle, implique de cantonner dans les casernes les 18 000 militaires présents à Oran jusqu'à la date butoir de l'indépendance. Les pieds noirs comprennent que la raison d'État a pris le dessus. Oran vit alors une véritable hémorragie de sa population européenne, qui se rend à l'aéroport de la Sénia ou au port. En quelques semaines, 50 000 Européens quittent la ville. Les familles, les gens dans tous les quartiers ne voulaient pas laisser à la population arabe ce qu'ils possédaient. Par conséquent, les gens jetaient par les fenêtres des immeubles le mobilier, par exemple, et y mettaient le feu. À 3 semaines de l'indépendance, l'OAS aux abois se déchaîne. Le 19 juin, les chefs locaux de l'organisation appliquent la politique de la terre brûlée. Le port d'Oran a été incendié. Les cuves de mazout ont été incendiées par des charges explosives tout bêtement, par un commando que je connais bien. C'était ubuesque parce que la ville d'Oran a été plongée dans une sorte de nuit artificielle. Et là, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas parce qu'on voyait des villas sauter, des bombes qui explosaient. On ne savait plus si c'était l'OS, si c'était le FLN. C'était une confusion énorme. C'est dans ce climat que le 1er juillet, les habitants de l'Algérie sont, à leur tour, appelés aux urnes pour se prononcer sur leur indépendance. Comme prévu, le oui l'emporte massivement. Deux jours plus tard, le président de Gaulle reconnaît solennellement l'indépendance de l'Algérie. La célébration est fixée au 5 juillet. Hasard ou choix délibéré, c'est le 132e anniversaire de la prise d'Alger par les Français en 1830 et le début de la colonisation.
Le 3 juillet s'est déroulé dans l'euphorie de ce que peut être une grande fête, de ce que peut être l'indépendance d'un pays quelconque. On applaudissait aussi bien les musulmans que les Européens. J'ai même vu des Européens qui se mêlaient au défilé. Donc c'était vraiment bon enfant. Et on se disait, bon sang, c'était ça. Ben, tant mieux, parce qu'au moins c'est fini les assassinats, la guerre, les massacres. J'ai même vu des gens qui défaisaient les bagages qu'ils avaient déjà entreposés dans la camionnette pour aller prendre le bateau parce qu'ils fuyaient, ils avaient peur. Je les ai vus redébarrasser leurs affaires et je leur ai demandé, mais vous faites quoi? Ils disaient, en fin de compte, ça va, on n'a pas à trop se plaindre, on va tout remettre à la maison. Hein. Alors le 4 juillet, je vais prendre mon repas chez mes parents et je rencontre un copain arabe qui est en classe avec moi. Et il me dit, tu sais, demain, il y aura des manifestations. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, on va fêter Saint-Juillet. Je dis, oui. Alors il me dit, il y a danger. Il y a danger, ne reste pas là. Va-t'en, 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 va-t'en. L'armée française est extrêmement bien informée de tout ce qui se passe. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a des informateurs partout. Et jusqu'à Paris, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas l'heure, que c'est le 4 au soir, est-ce que c'est le 5, est-ce que c'est le 6 ? Mais en tout cas, autour de ces 3 jours, il va se passer quelque chose. Il est 9h ce 5 juillet. Voici venu le jour officiel de l'indépendance tant attendu. La population, confinée jusque-là dans ses quartiers, converge vers le centre-ville où vivent les Européens. Les hommes des forces de sécurité du FLN se mêlent à la foule. Le jour de l'indépendance a été l'un des plus beaux jours de ma vie, de ma famille et beaucoup d'Algériens. Il y a plein de monde, il y a des jeunes, des vieux, beaucoup de femmes. Je ne vous dis pas la joie, les you-you, etc. Et avec mon père, on se retrouve à la place Jeanne d'Arc. Il y avait la statue équestre de Jeanne d'Arc, il y avait un jeune Algérien torse nu avec le drapeau. Un monde fou, des you-you partout, de l'hystérie partout. Ça criait, c'était vraiment... Vous savez, l'effervescence, les gens crient, les cris, les you-you, les chants, tout ce que vous voulez. À force, on sentait que ça commençait à bouillir. La foule n'était pas hostile, elle chantait, bon, il y avait des drapeaux FLN, mais c'était tout. On était tellement tranquille que j'ai même pas pensé à laisser mes 2 garçons avec ma femme à la villa. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas la traverser, cette foule, j'ai fait demi-tour, et c'est à ce moment-là qu'ont éclaté des rafales de mitraillettes. Au départ, on pensait que c'était des pétards. On s'est dit c'est peut-être des djounoud, l'armée algérienne qui tire des coups de feu de joie. Et c'est au moment où il y a quelqu'un qui a crié dans la foule que c'était l'OS qui tirait que la panique a commencé. On a essayé de se protéger et là on a commencé à voir des victimes qui gisaient par terre, qui étaient surtout des victimes européennes. 2 choses l'une, soit il y a un mouvement de panique et les personnes repartent dans les quartiers musulmans, soit le mouvement de panique est un peu plus organisé, en ce sens qu'il n'est pas tout à fait un mouvement de panique pour tout le monde, et qu'on se livre à une chasse à l'européen, puisque c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui encore, nous ignorons d'où sont partis les premiers coups de feu. S'agit-il d'un desperado de l'OAS qui a visé la foule ? C'est peu probable. Les commandos OAS avaient quitté Oran depuis plus d'1 semaine. S'agit-il du tir plus ou moins spontané d'un manifestant qui a déclenché un mouvement de panique ? Quelle qu'en soit l'origine, Oran plonge alors dans le chaos. Quelques centaines de mètres plus loin, là, on est arrêté par un commando armé jusqu'aux dents. Ils n'avaient rien de la LN, hein. C'était un groupuscule de voyous. Il y en a un qui m'interroge, qui me dit « Toi, tu fais partie en arabe, hein, toi l'OAS ?»
Et moi, je lui dis non, moi, je ne fais pas partie de l'OS. Je suis maître d'école. J'avais récupéré toutes les archives de l'école, donc je les avais sous le siège arrière. Donc je les ai sortis, et là, il s'est rendu à l'évidence que je ne faisais pas partie de l'OAS. Par contre, les deux autres qui ont été arrêtés en même temps que ma mère et moi, pour moi, ils ont disparu définitivement. Le 5 juillet, nous partons de Fleurus à Oran autour de 10 h du matin. Arrivés à Oran, nous voyons des musulmans, fusils à la main, machettes à la main, matraques à la main, les Européens à terre, ensanglantés. Et papa me dit, mais Astrid, ma fille, c'est la révolution à Oran. Je te dépose au pied de l'ascenseur de chez ta famille Martinez et je repars à Fleurus. Je reviens te chercher dans 2 jours. Et on entend sonner à la porte, la frayeur. On s'est dit, ça y est, ça c'est le FLN qui vient nous réquisitionner. Je regarde par le Judas et je vois la tête de ma femme, enfin de ma future femme. J'ouvre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mon père m'a accompagné, mais quand il a vu tout ce qui s'est passé, il a dit, non, écoute, monte chez monsieur et madame Martinez. S'il n'était pas reparti, il serait encore... Enfin, il aurait survécu. Une équipe de télévision anglo-saxonne était présente ce jour-là à Oran. Elle est la seule à avoir pu tourner dans les rues de la ville pendant la chasse à l'homme. J'étais en train de déjeuner lorsque on a entendu des rafales de mitrailleuses ou de PM, de pistolets mitrailleurs. À ce moment-là, je suis monté sur la terrasse de la préfecture de police. On voyait une grande manifestation, une masse d'Algériens, et qui se sont mis à courir de tous les côtés. Alors c'est à ce moment-là qu'on a averti le général et qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Aussitôt, le général Katz donne des instructions pour le moins troublantes. Elles figurent dans le JMO, le journal de marche et d'opération du secteur d'Oran que nous avons pu consulter. Il est resté longtemps classé secret défense dans les archives militaires. À 12h15, les ordres de Katz y figurent très clairement. Primo, rappel consigne rigoureuse des troupes. Secondo, troupes restent consignées. S'il est attenté à la vie des Européens, dans ce cas, prendre contact avec le secteur avant d'agir. Les officiers dans les garnisons avaient reçu les ordres de Paris de ne pas intervenir. Les ordres étaient de ne pas intervenir. Pourtant, là encore, le général Katz a pleine connaissance des enlèvements et des tueries en cours. Nous lisons de la main de l'officier de permanence. 11h55. 12 Européens blessés, dont un grièvement. Demande une ambulance d'urgence. 12h40. 2 Européens lynchés et récupérés place Foch. 13h10. Une centaine d'Européens emmenés par l'ALN en direction Ville-Nouvelle. Un FSE tué en sortant de chez lui. Le général Katz, lui, sa seule action, ça a été de prendre un hélicoptère et de survoler la ville. Et puis il a constaté que tout se passait bien, ce qui est faux. Tout de suite, j'ai sauté dans l'hélicoptère et j'ai survolé la ville. Oh, il était 12h30 à peu près, n'importe comment. À 1 heure ou plus tard, c'était fini. La fusillade, en somme, n'aurait duré que pendant 1 heure. Oh, même pas. Une bonne demi-heure. Ouais. Une bonne demi-heure. Le général Katz dit qu'à 13h, l'ordre était rétabli. Ce n'est pas vrai du tout. Et en effet, à la mi-journée, des flashs d'alerte continuent d'arriver de toutes parts à l'état-major. 13h20, famille européenne habitant quartier Cinéma Rex serait amenée par force locale vers Ville-Nouvelle. 14h47,
musulmans tirent sur tous les FSE aux environs de la gare. On était sur le bateau, on attendait, le bateau n'était pas parti, et puis on commence à entendre des fusillades, des gens qui arrivaient complètement paniqués. Alors il y avait des gens en robe de chambre, des gens en pantoufles, avec des marmites, pas une valise, rien du tout, ils sont venus, ils se précipitaient sur le bateau. Alors nous sommes partis surchargés. Et je suis arrivée à Port-Vendre. Mais je ne me suis fait aucun souci pour ma mère. Je ne me suis pas fait de soucis. Je suis tombée face à une horde qui était armée, avec des machettes, des couteaux. J'étais contre le mur, je pleurais, je tremblais, je ne pouvais plus parler. Et puis, bon, il y a eu un Algérien humain qui est venu vers moi et qui m'a dit « Tu habitais la rue du Cirque ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Bon, ben, retourne chez toi ». Je lui ai dit « Mais je suis avec un copain ». Il m'a dit « Appelle ton copain ». Il devait nous connaître de vue, il nous a épargnés, quoi. Mais sinon, normalement, on n'aurait pas dû s'en sortir comme tous les gens qui étaient dans la rue ce jour-là, quoi. Et à ce moment-là, on a pris une rue pour rentrer chez nous et on a assisté à des scènes qui se passaient un peu plus haut, à 100 mètres de nous. C'était des tueries, quoi. Et tous les gens qui revenaient de la plage, ils récupéraient les voitures et ils les embarquaient dans le camion. Mon père est descendu comme moi et puis bon, il a été enlevé. Lui a tourné à gauche, moi j'ai tourné à droite. Et voilà. Il est tombé face à des assassins. À 14 h, alors que la ville est à feu et à sang, le général Katz renouvelle à ses troupes l'ordre de ne pas intervenir, comme nous le prouvent ces 6 mots dans le journal de marche et d'opération. Rappel, consigne, troupes au sous-secteur. L'entrée principale de ma caserne donnait sur la rue. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits groupes d'Algériens et qu'au milieu de ces groupes, il y avait 2, 3, 4 Européens qui étaient emmenés manu militari. J'ai demandé à l'officier de permanence de m'autoriser à aller chercher, extirper ces quelques Français. Et c'est là que je me suis entendu dire par l'officier « Non, tu ne bouges pas ». En ce début d'après-midi, l'envoyé spécial de Paris Match, Serge Lenz, arrive à Oran. Il fait partie des rares journalistes présents dans la ville ce jour-là. J'ai entendu les coups de feu qui éclataient dans le coin, et alors là, je suis descendu pour voir ce qui se passait. Toute une procession de gens qui étaient visiblement effrayés, qui se serraient les uns contre les autres et qui marchaient, mais sur les ordres de qui, je ne sais pas. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis les mains sur la tête. Et c'était ceux qui, d'ailleurs, allaient se faire massacrer un peu plus tard. On avait l'impression que c'était un règlement de compte général. Serge Lenz fait son travail avec son photographe, mais les pellicules leur seront confisquées par des Algériens en uniforme. Ils n'en sauveront qu'une. Sur ces quelques clichés, les très rares du massacre, nous voyons ici 2 Européens réfugiés dans une école, et là 4 autres sortis d'une église par un soldat algérien en armes. Mon cousin m'attendait au seuil de la maison, donc je suis descendu.
Et il me dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Je dis quoi? Il me dit, bon, là au garage, il y a des voitures qui rentrent et qui sortent. Je dis, bon, écoute, c'est normal, c'est un garage. Et donc, on s'est rapproché du garage, et là, on commençait à entendre des cris. Et bon, moi, je me suis baissé pour regarder par le trou de la serrure. J'ai pas vu le geste avec le gars qui égorge, mais j'ai vu les mouvements, vous savez, et puis les cris surtout. Et ça, c'est les cris qui sont effrayants. Ce témoignage est corroboré par un télégramme. 16h50, barrage FLN Carrefour. 70 FSE, stop. Arrêtés et conduits dans local proche où ils subissent sévices. Stop et fin. Si les militaires sur le terrain ne cessent d'informer leur hiérarchie, les civils, eux aussi, lancent des appels au secours tous azimuts. Des messages avaient été envoyés par la radio Oran, des messages de détresse qui ont été reçus par des bateaux en mer d'ailleurs et captés à Marseille. Nous, contact sur Transit Radio Oran qui demande du secours urgent, des bandes incontrôlées qui tuent femmes et anéantissent, stop. Radio Oran prie sur Transit, appel au secours. Bon, tout ça n'a pas pu rester dans les tiroirs, ça a circulé, c'est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées. Il ne peut pas en avoir été autrement. Tous ces messages n'entraînent aucune réaction des autorités politiques et militaires, que ce soit à Paris ou Alger. Livrés à eux-mêmes, certains pieds noirs ont fui la ville, comme Alain Tisserand, prévenu la veille, qui s'est réfugié dans sa maison en bord de mer. Des voitures arrivaient sans arrêt, des gens qui venaient se protéger à la plage. Ils avaient fui Oran comme ils ont pu en voiture, avec des gens qui étaient affolés, qui nous disaient mais Oran était à feu à sang, ça égorge, ça tue. Il y en a 2 ou 3 qui avaient reçu des coups qui étaient un petit peu amochés. Mais alors bien sûr, on était là à se demander qu'est-ce qui se passe. Et l'armée ne fait rien, et comment ça se fait? Ça tirait de tous les côtés. Ça tirait, je voyais des gens tomber, femmes, enfants, européens, arabes, tout mélangé. Je faisais le signe de croix sans arrêt parce que j'avais une peur. Dans ce chaos généralisé, le lieutenant Béchouche est l'un des seuls officiers de l'armée française à intervenir en ville avec ses hommes pour secourir des Européens. Un musulman m'a dit, dans ces véhicules, il y a des pieds noirs enlevés. Immédiatement, j'ai donné ordre à tous les groupes débarquer sans ménagement toutes les personnes enlevées et on les mettra à l'abri dans les couloirs d'immeubles. Il y avait de grands immeubles qui longeaient cette avenue. J'ignore combien de personnes ont été débarquées de ces véhicules, mais ils ont été mis à l'abri dans ces couloirs. Dans les casernes qui restent bouclées, quelques soldats, généralement des appelés, prennent aussi des initiatives. Une porte secondaire de la caserne, on entend frapper lourdement avec des plaintes, des gens qui criaient « Ouvrez-nous, ouvrez-nous ». Bon, on ouvre le petit portillon piétonnier et on voit effectivement qu'il y avait un certain nombre de Français paniqués qui nous demandaient asile. Alors on les a fait rentrer. Il y en avait, de mémoire, il y en avait à peu près 300. J'étais de garde, ça veut dire que nous étions avec quelques-uns à la porte de l'hôpital à faire le service. Les 5 ambulances donc, sont sorties, sont allées en ville, ont vu des cadavres, ont ramassé des blessés. Il y a même eu une des ambulances qui a déchargé des morts qu'il avait chargés pour prendre des gens qui se sauvaient aussi et des blessés. Parce que c'était une panique dans la ville. Mais dans la plupart des casernes, les soldats assistent impuissants à ce qui se déroule sous leurs yeux.
Nous avons été postés devant l'entrée de la caserne, mais à l'intérieur de la caserne, à l'intérieur. En face de chez nous, il y avait une maison où étaient restés quelques Européens. Au secours l'armée, au secours l'armée. On a été voir le capitaine, on a dit, mon capitaine, il faut sortir. Laissez-nous sortir, protéger ces gens-là. Laissez-nous les protéger. Et notre capitaine, avec un air dépité, je dirais, nous a dit, mais je n'ai pas d'ordre. Je n'ai pas d'ordre. Après 17 heures, les tirs se calment un peu partout dans Oran. Des cadavres jonchent les rues, comme en atteste le JMO. 17h55, il y aurait des corps d'Européens gisant sur des trottoirs près de la place des Victoires. 18h30, hôpital civil, 13 Européens et un musulman à la morgue. Une des ambulances a même été au corps d'armée, disant prenez position, vous faites quelque chose, parce que l'armée n'était pas sortie. Une des réponses qui aurait été faite à l'époque et qui a été faite, c'est nous attendons les ordres de Paris. Le général Katz reçoit sur Oran des télégrammes qui l'informent du déroulement de la journée. Paris, 5 minutes après, est informé. Donc on le sait. Et on le sait d'autant mieux ou d'autant plus que dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, Pierre de Bénouville va dire « mais nous on est en train là de discuter alors que le sang coule à Oran ». Donc on ne peut pas dire que le général de Gaulle ou le gouvernement n'ait pas été averti de ce qui se passait à Oran. Vers 18h, des véhicules de l'armée et de la gendarmerie quittent enfin les casernes. Ils sillonnent les rues avec une mission bien précise. Et là, les militaires ramassaient les corps, mais ils les ramassaient, ça m'a choqué, parce qu'ils les ramassaient, mais ils les balançaient dans les camions. Je l'ai compris que quelques années après, en lisant des livres, que c'était pour pas que, s'il y avait des journalistes étrangers ou des reporters qui filment ces scènes-là. Hein. Et puis je continuais tout droit, et il y avait la caserne, les Tringlos, 28e train. J'ai vu comme quelqu'un qui avait les mains ensanglantées et qui a tapé sur le portail comme ça, vous voyez, on voyait les marques, et qu'après, comme on ne lui ouvrait pas, il est tombé tout doucement à terre, en traînant les doigts sur la tôle du portail, on voyait les marques comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait une flaque de sang, mais il n'y avait pas le corps, hein. Quand je suis parti, il n'y avait pas le corps. Ça voulait dire que quelqu'un voulait rentrer dans cette caserne, et les militaires n'ont pas ouvert. Les militaires n'ont pas ouvert, l'armée française n'a pas ouvert à cette personne, femme ou homme, je ne sais pas. Quand nous sommes vers 17h, nous sommes sortis. Par curiosité, je suis redescendu un peu et puis je regardais cette maison. Et plus personne. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ressent un militaire français qui, par principe, est militaire pour protéger ses concitoyens, pour protéger ceux qui sont en danger. Ce que peut subir un militaire d'avoir été obligé d'être un lâche. En fin de journée, l'état-major du secteur d'Oran reprend enfin contact avec l'ensemble des casernes. Il leur fait parvenir un message radio pour le moins surprenant. L'ordre du corps d'armée d'Oran, donc de Katz, était pour toutes les unités sous ses ordres de renvoyer chez eux tous les civils qu'ils gardaient et qu'ils protégeaient. Tous. C'était un ordre fou, c'était monstrueux. Donc on a refusé, évidemment. Dès le soir du 5 juillet, la population musulmane se rend compte qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez exceptionnel, énorme, et elle fait demi-tour, c'est-à-dire qu'elle se replie dans les quartiers musulmans.
Le lendemain, 6 juillet, je suis allé voir mon capitaine et j'ai dit, mon capitaine, je veux sortir. Il m'a dit, mais tu es fou. J'ai dit, je veux sortir. J'ai des parents dans Oran. À pied, j'ai traversé pratiquement toute la ville d'Oran. Je n'ai pas vu l'ombre d'un militaire français dans les rues. Ma seule protection, c'était mon habit militaire. Inutile de vous dire qu'entre la caserne et l'endroit où je me rendais, j'ai dû laisser quelques grammes de la sueur qui perlait dans mon dos. Le centre-ville était déserté. Et donc nous, on était jeunes, et on se baladait, on allait en fait découvrir notre ville. Une ville qui nous était à un certain moment interdite. Ce qui me frappe, c'est la chaleur, le soleil et le silence. J'arrivais, je ne savais pas qu'il y avait ces massacres. On ne savait pas qu'il y avait eu ces violences. J'ai vu une ville morte, une ville sans plus personne. Et je pouvais me dire, ils sont partis. Et je ne comprends pas. Et on me dit, l'armée française n'est pas intervenue quand il le fallait. Je me promenais dans la rue avec une photo de mon père. J'arrêtais les Algériens pour leur demander s'ils n'avaient pas vu mon père quelque part. Et les Algériens répondaient qu'il ne fallait pas compter. On s'est adressé à tous les organismes, tout le monde feignait de marquer, bien sûr. Oui, on va prendre des renseignements et puis on retrouvera votre papa. La Croix-Rouge nous disait, on va avertir, on va... Alors au commissariat, un musulman, bien sûr, qui était commissaire et qui nous dit, ah oui, je sais ce qui s'est passé, ma fille. Il y a eu beaucoup de criminalité, il y a eu beaucoup de meurtres. Peut-être que tu vas retrouver dans les photos que je vais te montrer, peut-être qu'il y a ton père. Alors il nous montre un paquet de photos, il y avait des gens égorgés, des gens éventrés, c'était vraiment... au bout de la 4e photo, je dis non, il n'est pas là. Parce que c'était impossible à regarder, c'était vraiment atroce. Nous avons vu passer à l'hôpital Baudins des gens, pendant 2 jours, 3 jours, qui suivaient, cherchant telle ou telle personne. Il y a des listes qui ont été dressées d'ailleurs. Disparus. 200, 300 personnes qui se cherchaient, qui ne se trouvaient pas, dont les corps étaient nulle part. Les listes de disparus qui parviennent à l'état-major s'allongent d'heure en heure. Elles contiennent l'âge, la profession, le lieu et l'heure de la disparition, parfois les circonstances, mais les corps restent introuvables. Alors que courent des rumeurs sur l'existence de charniers au sud de la ville, le général Katz veut savoir ce qu'il en est. Le 6 juillet, il y a une reconnaissance d'hélicoptères qui a été faite en particulier sur les bords du Petit Lac. Ce jour-là, depuis l'hélicoptère, les gendarmes prennent 2 photographies, restées classées secret défense jusqu'à ce jour. Sur la première, nous voyons le long de la rive du lac une douzaine de rectangles sombres, alignés, qui sont incontestablement des charniers. Sur la seconde, nous voyons sur le sol des empreintes fraîches de bulldozers. Bulldozers qui auraient servi à creuser les fosses et enfouir les corps. Ces photographies ne seront jamais divulguées. Mais l'existence de charniers est confirmée par le témoignage de Guy Sola, dont le père fait partie des disparus. Avec 4 fossoyeurs, on s'est mis à déterrer des cadavres. Il y avait 4 franciscains avec la robe bure, marron, jusqu'aux pieds, et avec la corde blanche au dos du corps. Ensuite, j'ai vu des enfants, j'ai vu deux femmes, 2 hommes. Et au 17e, on a retrouvé mon père. Je l'ai reconnu à la veste. À l'intérieur de la veste, il y avait la griffe
du tailleur Gutiérrez, et il avait les mêmes chaussettes que moi. On s'est arrêté au 17e corps, mais il y en avait 140 ce jour-là dans la fosse en question. Nous avons aussi découvert dans un dossier des archives militaires un témoignage inédit. Il s'agit d'une lettre adressée en 1963 par un certain Belmokhtar à un responsable de la ville d'Oran. Il y est écrit « Étant chargé de surveillance de matériel de l'entreprise Nougaro, sise au Petit Lac, j'ai enseveli les morts tués par nos frères le 5 juillet 1962. Cette preuve de plus n'empêche pas l'adjoint du général Katz de douter encore aujourd'hui de l'existence de ces charniers. On a déclaré à plusieurs reprises qu'il y avait des corps qui avaient été mis dans le Petit Lac. Il a envoyé des gens pour sonder, des gendarmes, je pense, pour sonder l'arrêt, et on n'a pas trouvé de cadavres, on n'a pas trouvé des gens qui ont été massacrés. Malgré les preuves, l'adjoint du général Katz ne mesure toujours pas l'ampleur du drame. Il faut entendre ce qu'il écrivait dans son journal au soir du 5 juillet. Je peux vous lire ce que j'ai écrit. De graves incidents se sont produits aujourd'hui à midi. Une fusillade qui a duré 1 heure. On entendait siffler les balles et surtout, ce qui est plus grave, le lynch d'une quarantaine d'Européens. Les Pieds Noirs ont eu ce qu'ils voulaient, leur petit massacre, alors que la foule musulmane de la vie unanime s'était comportée de façon exemplaire. Pas le moindre incident pendant 3 jours et 3 nuits. Les Pieds Noirs, pour avoir sciemment caché les hommes de l'OAS, pendant 4 mois, n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Je crois pas. C'était... Le bilan de ce matin est de 6 morts et 20 blessés, mais ce bilan est certainement incomplet. 3 heures de fusillade à Oran, 6 morts pour le général Katz, une trentaine pour la presse parisienne dans les jours qui suivent. Très vite, l'événement est effacé, enterré, oublié, car le pouvoir gaulliste a hâte qu'on en finisse avec l'affaire algérienne. Même pas 2 semaines après le massacre du 5 juillet, le chef de l'État dit cette chose extraordinaire. Il dit, pour nous en Algérie, ça se passe bien, mis à part quelques enlèvements. C'est tout de même assez ahurissant. Le pouvoir gaulliste, comme les nouvelles autorités algériennes, ont en effet voulu minorer le bilan de cette journée du 5 juillet, qui est resté longtemps sujet à controverse. Les chiffres les plus fantaisistes ont circulé. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est vraiment, grâce au rapport de Jean-Jacques Jordi, remis en 2010 au gouvernement. Mon travail sur les disparus, ça a été d'essayer de trouver le maximum d'archives pour donner une vision, ou en tout cas une idée relativement proche de ce qui a pu se passer. Entre parfois des associations qui nous disent 25 000 morts à Oran, ou 5 000 disparus, etc. Et puis le gouvernement algérien qui dit « mais non, nous, il ne s'est rien passé à Oran ». Quelques morts, une vingtaine de morts, et puis c'est tout. Donc le travail a été de compulser plus de 12 000 dossiers et d'essayer d'évaluer ce qui va devenir, en tout cas pour moi, la journée la plus sanglante et la plus meurtrière de la guerre d'Algérie. « 700 personnes qui sont mortes ou dont on n'a plus entendu parler, donc sont disparus. En une seule journée, ça n'était jamais arrivé en Algérie. Ça a été complètement passé sous silence et on a laissé tout un pan de l'histoire dans l'obscurité. 700 morts ou disparus dans la journée. Le général Katz a tout de suite été mis en cause pour sa non-intervention meurtrière.
Mais avec le recul de l'histoire, c'est au sommet du pouvoir qu'il faut chercher la principale responsabilité, prise au nom de cette fameuse raison d'État. En effet, alors que toutes les autorités, M. Pompidou, le chef d'état-major interarmé, le général Martin, et le général Fourquet étaient d'accord qu'il fallait venir en aide aux Européens et assurer leur sécurité, le général de Gaulle prend une position contraire. Le général de Gaulle donne ses instructions très formelles et de manière très forte, parce que pour lui, l'Algérie, c'est terminé. Le chef de l'État, Charles de Gaulle, a dit textuellement ceci: si après l'indépendance il y a des gens qui s'entretuent, nous ne devrons pas intervenir dans le maintien de l'ordre. On n'a pas voulu porter atteinte à la souveraineté algérienne, on n'a rien voulu faire. Et on peut considérer que cette déclaration est une faute de non-assistance à personne menacée. Et côté algérien, quelle est la part de responsabilité? S'agissait-il, comme va vite l'affirmer le nouveau pouvoir, d'actions incontrôlées de voyous? Ou bien, comme il a souvent été dit, d'une conséquence de la rivalité politique entre deux clans? D'un côté, les modérés autour de Benkheda, qui ont négocié les accords d'Évian. De l'autre, les jusqu'au-boutistes de l'ALN, avec à leur tête le populaire Ben Bella. Très tôt, Boumedienne et Ben Bella, qui l'ont écrit, souhaitaient ne plus avoir de Français en Algérie. À un moment donné, Boumedienne disait, mais il n'est pas question d'avoir 1 500 000 Français qui restent en Algérie. L'Algérie est un pays musulman, nous allons revenir à ce que nous étions, c'est-à-dire un pays musulman où on parle arabe, et où la terre, c'est l'Algérie. Il fallait dégager le terrain. Et le mot d'ordre, c'était, ils ne veulent pas la valise, ils auront le cercueil. Ben Bella ou Boumedienne savent très bien que l'armée française ne va pas intervenir. Donc ils ont toute possibilité, toute latitude à pouvoir perpétrer des exactions sans qu'on puisse leur dire quoi que ce soit. Là où je mets un bémol, c'est qu'on ne trouvera jamais de sources écrites qui montrent que cette préméditation a été à l'origine de ce massacre du 5 juillet. Je ne sais pas si c'était prémédité. Je ne pouvais pas croire que ceux auxquels je prêtais le drapeau d'une certaine liberté, d'une nouvelle Algérie à laquelle les pieds noirs et les juifs allaient participer, avaient procédé à des massacres. Je me disais bien aussi qu'il pouvait y avoir des vengeances. S'il y a vengeance, elle est due à 132 ans de colonisation, colonialisme, bâté brutal, après violent, et de l'OAS. Fin juillet 1962, le nouveau pouvoir algérien se doit de réagir. Il arrête des bandes de pilleurs responsables selon lui du massacre. Le préfet algérien, le préfet Bakhti, lui, il attribue la responsabilité du massacre à des délinquants, en particulier un nommé Atou, qui aurait été condamné à exécuter. On n'en est pas sûr d'ailleurs. Il a été arrêté, mais il n'est pas sûr qu'il ait été exécuté. Dans les semaines qui suivent, il est difficile pour les familles de disparus de se résigner. Elles se rassemblent devant le consulat de France à Oran, dans l'attente d'un retour de leurs proches. Je suis restée tout l'été pour essayer de voir les uns et les autres. Je suis allée voir M. Ben Bella. Il a été charmant. Il m'a dit, écoutez, si votre mère est vivante, on fera tout pour la retrouver, si elle est vivante. C'est après que j'ai décidé d'aller voir le chef de la wilaya, qui était mon ami Boilou, et qui lui m'a dit, il y a eu trop d'exactions,
trop d'éléments incontrôlables. N'espère pas retrouver ta mère. Si tu ne l'as pas vue maintenant, tu ne la reverras pas. Après le massacre, qui a commencé sur la place d'Armes, la place est restée vide. Les gens n'y allaient pas, il y avait comme des fantômes, comme un cénotaphe, c'est une sépulture sans cadavre. Et peu à peu, cette place a été réinvestie, mais ça reste quelque chose de toujours très compliqué pour les Algériens aussi, ce qui s'est passé là. La population oranaise, elle était sans défense, elle était à l'abandon. Alors maintenant, je voudrais, après 55 ans, je voudrais que la France reconnaisse ce massacre. Donnez les responsabilités, faites état des responsabilités. Dites oui, l'armée française n'est pas intervenue sur ordre. Oui, le général Katz n'a pas donné l'ordre à l'armée d'intervenir. Oui, le général Katz a eu un ordre du général de Gaulle de laisser faire. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne l'a dit. Personne n'en fait état. C'est malheureux. J'ai mis 30 ans. 30 ans pour faire le deuil de ma mère. Voilà, c'est tout. Mais... Oui, c'est tout. Mon père, j'aurais aimé le connaître. Parce que vivre avec les souvenirs des autres, c'est dur. J'ai pas de souvenirs. Et ça c'est ma blessure. C'est tout.